Dans quelle mesure faut-il cadrer le protocole de mise en œuvre des enregistrements afin de pouvoir les exploiter? Dans quelle mesure le contexte de l'expérience influence-t-il l'enregistrement et les résultats obtenus? L'œuvre Soroda de Carole Brandon en est le parfait exemple. Prévu pour l'atelier laboratoire Créatique qui défie, Art, Langue et Patrimoine à Chambéry, puis délocalisé hypothétiquement en mars 2018 à Mayotte, le voyage sera annulé quelques jours avant notre départ, ce dispositif hypermédia en recherche-création s'est accompagné d'un long travail en anthropologie visuelle mené avec Ghislaine Chabert et les étudiants du Master 1 Création numérique de notre département Communication hypermédia. Mayotte est constituée principalement de deux îles, Grande Terre et Petite Terre, localisées dans l'archipel des Comores situé près de Madagascar. Mais, contrairement au reste de l'archipel qui vote à 96% pour l'indépendance, celles-ci vont préférer, après deux référendums successifs, en 1975 et 1976, rester françaises. Ce choix se fait sous l'impulsion des chatouilleuses, sans cesse recréer avec leurs voisins disparus, des femmes dont va s'inspirer Carole Brandon, un proche et un lointain, un ici et là-bas, en organisant stratégiquement ensemble ce refus de l'indépendance autour de ce référendum en 1976, ces femmes prennent le pouvoir et deviennent bon gré mal gré les porte-parole d'une conscience féministe qui poursuit, souligne finalement ce qui s'est passé dès 1971 en métropole avec le manifeste des 343 salopes. Ce manifeste inaugure ce que l'on pourrait appeler une décolonisation du corps féminin. Comment le lisible et le visible finalement ils se mélangent, mais ça vient, il me semble, du numérique et des hypertextes. Cette hybridation du lisible ou cette indissociabilité du lisible et du visible, on va générer des lieux chaque fois qu'on regarde, chaque fois qu'on se connecte à un réseau social. La réalité et la fiction se mélangent. On est chaque fois en train de réactiver un ici et maintenant. Comment cet espace d'humain, cet espace flottant, permet finalement tous les possibles d'être. Si le corps aujourd'hui est un enjeu politique, si le genre même aujourd'hui est un enjeu politique, qui nous propose des corps utopiques? C'est les transhumanistes, les seuls qui se préoccupent de nos humanités. Alors, est-ce que le mât, dans cette entre-corps-machine, dans les œuvres hypermédias, anticipe l'importance d'un lieu spécifique nécessaire à l'expérimentation de nos devenirs, la prise en considération de tous nos possibles d'être dans une société de plus en plus policée, surveillée et normalisante? Alors, je me demande si aujourd'hui, ce que l'on nomme les œuvres hypermédias ou tout type de dispositif interactif artistique sont pas justement des espaces qui nous permettraient d'expérimenter tous ces possibles, et parce que la société ne nous donne aucun endroit pour pouvoir le faire.
Tout dispositif en recherche-création s'insinue sur une limite poreuse, dans un entre-corps machine réactivé par des systèmes biologiques, sociétaux et économiques. Donc, si ces dispositifs permettent d'abord l'émergence de processus artistiques complexes, d'un jeu sujet reprenant et apprenant la parole, ils témoignent et nous informent également sur les relations d'un corps à l'autre, entretenues, modelées avec par un jeu you extérieur contraignant, moral, social et politique, superposant les moi et moi d'un intérieur en construction. L'œuvre finale est initialement prévue autour d'un dispositif hypermédia, pensé pendant une semaine de workshop à la Cité des Arts de Chambéry avec les étudiants. Celui-ci, en s'appliquant sur cette carte, ces 3 LED de 90 par 300 cm, exprimerait à distance pendant une semaine une nouvelle parole récoltée sur place, vécue par les étudiants-étudiantes à Mayotte et par les personnes interviewées, rejouant probablement, du moins nous le supposons, l'écart culturel, les fragilités identitaires, tout en renouant une histoire commune d'inégalité, d'invisibilisation. Je suis Ghislaine Chabert, je suis enseignante et chercheur dans le département communication hypermédia. Je travaille sur les usages des écrans et des dispositifs interactifs et numériques. Et c'est la raison pour laquelle je suis associée à ce workshop sur Chambéry-le-Haut. Donc la méthodologie qui est utilisée par les étudiants, en tout cas expérimentée, porte sur l'anthropologie visuelle. Elle permet justement de pouvoir observer les utilisateurs dans leur pratique et de pouvoir capter un certain nombre d'éléments sensoriels aussi autour de l'usage et de l'expérience de ces utilisateurs avec les dispositifs numériques interactifs. Et de comprendre aussi finalement la nature du lieu pour les habitants. Donc faire en sorte que les dispositifs interactifs proposés enrichissent finalement déjà les relations sociales et humaines qui sont partagées dans ces lieux. Caribou va s'intéresser à des histoires de vie liées aux flux migratoires. D'un point de vue artistique, qui nous concerne plus particulièrement, nous observons bien ici les processus déterminants d'une future mise en œuvre des dispositifs en recherche-création. Un report fictionnel se construit par la distance opératoire immédiatement mise en place au moment de la récolte anthropologique, à travers la mise en scène du dialogue enregistré. Alors, je m'appelle Salim Ahmed, je viens de Mayotte, j'ai 26 ans et ça fait 9 ans que je suis en France. Je suis né à Mayotte et j'ai des familles là-bas aussi. J'ai un grand frère ici avec son père. Alors, je suis venu ici par rapport à mes études.
Premièrement, je faisais un CAP structure métallique. Après, j'ai fait un bac pro électronique. Puis je me suis arrêté là, j'ai voulu travailler. C'était très dur. J'ai attendu 6 mois pour être au lycée. Je savais pas comment m'exprimer, tout ça. Et je suis venu ici, je connaissais personne. J'étais tout seul, tout ça. Du coup, c'était très difficile. Parce que j'ai jamais vécu ça, en fait. Après, au fur et à mesure, quand j'étais à l'école, après je travaillais, tout ça, bah, du coup, ça commence à aller. Au début, je regrettais, mais jusqu'à là, bon. Et maintenant, je me dis, ça m'a aidé beaucoup. J'ai compris beaucoup de choses qu'avant, je n'avais pas la connaissance. C'est débrouiller tout seul. Je n'avais pas ça. Moi, j'ai toujours été avec ma mère, tout ça. Je me retrouve tout seul en France. Du coup, c'était pas facile pour moi. Et si tu pouvais donner un conseil aux personnes qui souhaitent... Oui, parce qu'il y a ma mère ici, et il y a tous les sœurs ici. Du coup, oui, j'ai une raison de rester en France parce que je travaille aussi. Et voilà. C'est vraiment difficile parce que les gens qui sont pas nés à Mayotte, des Comoriens, des Anjouanais, qui viennent clandestinement à Mayotte, et ils n'ont pas le papier pour travailler. Du coup, c'est vraiment difficile pour eux pour travailler. Parce qu'ils travaillent dans un chantier, la semaine, ils gagnent 50 €. Et c'est pas une vie. Parce que les Mahorais, les gens mahorais, ils veulent pas. Vu que quand la France, ils ont proposé les îles Comoriens, bah, les îles Comoriens, ils ont pas voulu. Et du coup, bah, Mayotte, ils ont dit, vu que vous avez pas voulu, bah, vous restez chez vous. Donc, je trouve ça vraiment, c'est méchant. Parce que eux, ils vivent des situations difficiles. Il n'y a pas de route, ils vivent pas comme en France, il n'y a pas d'électricité et il n'y a pas d'euros. C'est les francs. Là-bas, c'est chacun pour soi. Et du coup, c'est pour ça qu'ils viennent. Des fois, ils meurent dans la mer, avec des bébés, tout ça. Oui, je connais des gens, j'avais des amis enfin, parce que ils sont morts. J'avais des voisins qui habitent avec moi. Et les policiers, quand ils sont venus chez nous pour le prendre, parce que lui, il n'avait pas de papier, il est rentré chez lui. Après, le lendemain, j'ai entendu qu'il a essayé de venir à Mayotte encore. Et voilà, avec son fils. Il avait 56 ans. Chez nos étudiants de Caribou, un imaginaire se met à l'œuvre. Une synthesis speciosa, à partir des attitudes, des corps en présence, des paroles données, des hésitations, des silences. L'imagination est productive. C'est le même processus à l'œuvre dans la question des hypermédias. Nous sommes continuellement devant de nouveaux squelettes coralliens que nous découvrons toujours pour la première fois. Nous allons ainsi produire du sens en extrapolant une fiction sur une synthèse d'éléments toujours extraits de ce que nous nommons un irréel, c'est-à-dire un ensemble réalisé d'informations devenant matériaux artistiques. C'est en quelque sorte une fiction de faits, construite à partir d'e-space, interconnectée au territoire sous observation, mais à durée limitée.
loin de minimiser cet écart productif pour nous entre la récolte de ces informations et le contexte de l'expérience, et puisque toute réalité est tout simplement impossible, à l'instar de ce qui s'est produit avec la princesse et son Mac, nous allons éprouver, amplifier ce dernier dans l'acte de création. Les fragments prélevés dans les interviews vont se mélanger, infuser, immigrer vers d'autres formes dans le dispositif en recherche-création, comme les collages de Carole Brandon. Et c'est bien là que se situe l'écart élastique et non l'opposition entre sciences de l'information et de la communication et art et sciences de l'art. Le processus artistique impose, sans complexe mais également sans crédulité, un éloignement du fait factuel, une transposition fictionnelle indubitablement nécessaire afin de permettre à l'œuvre de nous faire réagir, de lui donner l'impossible d'un lieu autonome de l'art, puis de nous y installer en recréant son propre territoire du politique. Avec l'hypermédia, l'idée d'un paysage-programme produit en retour inévitablement une implication de l'e-space du spectateur-spectatrice. L'information ne serait donc en soi ni juste ni fausse, mais elle véhiculerait, à travers les incidences de ses manipulations et de ses usages, un pouvoir potentiel sans commune mesure avec les intimes espoirs ou terreurs de chacun d'entre nous, son danger étant tout simplement d'exister.